Mariette Carapétian, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là, Anaïd. Tu es la directrice de Hype FM aujourd'hui, mais tu as un parcours riche à travers différentes associations, différentes fonctions. On va commencer par cette première question, celle que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux revenir sur ta vie d'engagement en tant que militante de la cause arménienne? Pour ma vie d'engagement, donc j'ai commencé quand j'avais 16-17 ans. Quelle année ça à peu près? J'ose pas... C'était avant-hier. Voilà. Donc je suis rentrée dans les rangs de Yeritasardagan Miyuchun en 1976. D'accord. Et ensuite, une année après, donc c'était Usanuragan Miyuchun en Iran. D'accord. Et on avait créé donc... Pour traduire, donc association de jeunesse et ensuite association étudiante. Étudiante, on l'avait créée parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants en Iran qui étaient dans les universités et qui ne s'engageaient pas dans la cause arménienne, dans la politique, etc. Donc c'était pour les sensibiliser. Donc j'ai commencé comme ça et en 1978, je suis rentrée dans les rangs de la FRA. Avant mes 20 ans, le 28 mai 1978. Quelle date? Quelle date, voilà, c'était significatif, c'était important pour nous. Et tout de suite après, je suis venue en France pour continuer mes études et je suis donc naturellement rentrée dans les rangs de la FRA Nourseund. Et tout de suite, enfin, une année ou 2 années après, j'étais devenue la rédactrice en chef du journal Hayastan. Parce que l'information, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et voilà. Donc c'était avec les Nourseundagan qu'on a commencé. C'était une période qui était assez riche. Dans les années 80, il y avait beaucoup d'événements, beaucoup d'actions. En fait, après les 50 ans du génocide arménien, justement, le CDCA avait pris la partie de faire de la cause arménienne son chemin de bataille. Et c'est comme ça qu'on a commencé le travail d'information déjà sur le terrain. Et on s'est rendu compte que quand on parlait des Arméniens, ils nous disaient « araméen, vous parlez araméen ». L'arménien n'avait pas trop de sens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde connaît les Arméniens, les politiques connaissent. Et ce travail a été un travail de très longue haleine et qui a donné ses résultats maintenant. Voilà. C'est dingue quand même cette comparaison entre avant et aujourd'hui. C'est incomparable. Ouais. Parce qu'il y a eu un travail immense qui a été fait, qu'on ne se rend pas forcément compte. Ouais, aujourd'hui, il y a une génération qui pense que ça a été naturel, que tout le monde après le génocide a reconnu le génocide, que la reconnaissance par la France de génocide, ça a été mais un travail, je ne sais pas combien de manifestations on a fait devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, qu'on a parlé avec les politiques, enfin il y a eu un travail d'information. Moi, j'étais dans le journal Hayastan, mais il y avait Azad Amart pour la FRA ou KAM qu'après, ce travail d'information, ça a été et sur le terrain et par les médias qu'on avait à l'époque. Et voilà. C'est intéressant parce que tu as commencé par nous raconter ton parcours en Iran. Oui. C'est quoi la différence pour toi dans la manière dont on... Bon, après, ça a beaucoup changé maintenant, hein, mais dans la manière dont on appréhende les questions autour de la cause arménienne en Iran et en France, quelles sont les différences auxquelles tu as été confrontée un peu à l'époque? Il y avait beaucoup de différences. En fait, c'était les dernières années du Shah, de Shah d'Iran. Donc, le travail qu'on menait dans les universités, c'était très souterrain. Parce que tout ce qui était politique était interdit en Iran. Donc, les manifestations, enfin, diffusion de tracts, par exemple, c'était la nuit, chez les Arméniens, dans les écoles arméniennes, c'était en cachette, c'était... voilà, donc il y avait complètement différent. Et voilà, alors qu'en France, on pouvait être libre de faire ce qu'on voulait faire. Moi, je vous ai parlé de journal Hayastan, mais n'oublions pas qu'en 81, c'était l'élection de François Mitterrand et la première chose que les associations, que les gens ils ont pensé, c'était les radios libres.
Et justement, IPFM a été créé comme ça. On avait 1 heure de radio à l'époque, 1 heure de radio par semaine, les dimanches de 10h à 11h. Ouais. Et c'est petit à petit, avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. C'était pas moi, c'était des équipes qui étaient sur place. Angela Henry qui a été, je crois, interviewée par vous. Donc voilà, il y a eu énormément de travail qui a été fait pendant ces années-là. Bon, bah, tu nous as fait la transition parfaite, tu as parlé de la radio, ça y est, au bout de 5 minutes d'interview, elle est allée direct sur la radio, alors parlons-en. IPFM, c'est vraiment peut-être la radio arménienne la plus connue en France, hein. Enfin, je veux pas, voilà, mais c'est quoi pour toi les défis principaux que tu as à affronter? Parce que moi, je vois les coulisses, le travail immense que ça demande de garder vivant une radio arménienne aujourd'hui en France. Si tu devais un peu nous parler de ces défis-là, ce serait lesquels? La radio d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la radio d'hier. C'est-à-dire que la radio d'aujourd'hui n'est pas seulement une radio, c'est pas seulement un instrument qu'on allume le matin et que le soir on arrête en appuyant sur un bouton. La radio, c'est sur la bande FM, sur le DAB+, sur les TNT, sur les sites internet, sur l'appli de IPFM, c'est un peu partout. Donc après, c'est à vous de choisir par quels moyens vous voulez vous informer. Avec l'appli, moi j'étais en Grèce cette année, et ben j'ai pu suivre les journaux, parce que c'est maladif pour moi, il faut que je suive les journaux. Elle ne sait pas se déconnecter. Donc, non, je ne sais pas de me déconnecter. Donc, j'écoutais partout, partout dans le monde, j'écoute les journaux d'IPFM. Voilà, parce qu'on essaye d'être juste, on essaye d'éviter les fake news, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut faire vraiment la part des choses dans les informations qu'on lit, même sur les réseaux sociaux, sur les journaux, enfin partout, il faut faire très attention à ce qu'on lit. Et c'est pour ça que nous, à la radio, on fait très attention à ça. On vérifie les informations, on voit ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'il faut dire maintenant ou attendons demain pour vérifier. Mais on est toujours à l'affût des dernières informations, en fait. Comment on fait pour traiter ces dernières informations-là pour quelqu'un comme toi qui a commencé à travailler très tôt pour les questions de la cause arménienne, donc dès la fin des années 70 ? Comment on fait pour traiter ces informations de manière, je dirais, objective quand on voit ce qui se passe aujourd'hui? En fait, tu as vécu une évolution qui est dingue, entre fin des années 70 et aujourd'hui, 2020, puis 2023, puis aujourd'hui en 2025, toute l'évolution qu'on voit. Comment on fait pour traiter tout ça? Alors, c'est assez particulier. Je vais dire même pour notre génération peut-être. Parce que nous, notre rêve, et qu'on imaginait inatteignable, c'était Arménie libre, indépendante et réunifiée. Bon, on en parlait, on faisait tout pour, on faisait des manifestations, on écrivait dans les journaux, mais on ne pensait pas que nous, on verra un jour l'Arménie libre, indépendante, etc. Mais on l'a vu. C'était une victoire, mais inimaginable. Inimaginable. Donc pendant 30 ans, on a essayé d'améliorer. On a essayé de voir l'Arménie vers quelle direction va l'Arménie. Comment les choses évoluent. On a toujours eu un œil très critique. On voulait le meilleur pour notre pays, pour notre patrie. Aujourd'hui, ça nous fait mal. Un de nos victoires les plus importantes, c'était Artsakh. La libération d'Artsakh était quelque chose de très important pour nous et qui a fait booster, si tu veux, notre espoir que c'est possible, que tout est possible. Si on travaille, tout est possible. Et quand on a vu la perte d'Artsakh,
c'est impardonnable. On n'avait pas le droit de faire ça. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'Arménie actuelle, l'Arménie réelle, qu'on a des problèmes avec Ararat, qu'on a des problèmes que Ararat ne nous appartient pas, qu'il faut enlever sur les tampons, qu'il faut enlever dans nos discours, etc. Ça fait très, très, très mal. Parce que c'est des marqueurs de notre culture, c'est des marqueurs de notre identité, en fait. Et on ne peut pas nous couper de toutes ces racines-là. Et comment on fait donc pour faire une... En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la radio, ça a vocation à toucher le plus grand nombre de personnes possible. Oui. Des gens qui, parfois, pensent comme toi et d'autres personnes qui ne pensent pas comme toi. Oui. Comment tu fais pour pouvoir couvrir tous ces gens-là, en fait? En fait, nous, on organise des débats. Des débats, les cartes sur table sont des débats ouverts. En général, on essaye d'avoir assez... de donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Et on essaye d'analyser les choses, d'analyser les situations, de dire comment, par quels moyens on pouvait avoir mieux et pour quelles raisons on ne devait pas perdre telle ou telle chose. Enfin, voilà, ça c'est les moyens. En fait, la radio, c'est un outil de communication, je trouve très important. Qu'on ne peut-être valorise pas à sa juste, enfin, qu'on ne comprend pas sa juste valeur. Mais le jour où on ne l'aura pas, je crois que ça va nous manquer. Parce que la radio, c'est pas seulement les journaux, c'est pas seulement des quelques émissions d'analyse, c'est aussi transmission de culture, de la musique, des émissions de sport, des émissions de... Enfin, il y a tellement de choses. IBFM y était, en dessous d'Arts de IBFM, Artsakhapatum, Soveragan Martik en Sovor Chakatagrov. On a commencé ce reportage, cette série de reportages par un collègue d'Artsakh, de la radio d'Artsakh, qui, à l'époque, on collaborait très étroitement ensemble. Et après la guerre d'Artsakh et après l'épuration ethnique d'Artsakh, on a continué notre collaboration. Et cette fois-ci, notre collaboratrice donc, essaye d'avoir une famille d'Artsakh et qui nous présente son parcours. Combien ils étaient, où ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, etc., etc. Donc voilà, c'est très varié et c'est un moyen qui est dans les familles, qui transmet de la culture, qui transmet les informations, qui transmet enfin voilà, c'est très multi-visage en fait, une radio. C'est qui le visage ou l'invité le plus impressionnant que tu aies eu à la radio? Où tu as senti, tu t'es dit, waouh, on vient vraiment de vivre un moment de la radio très important là? J'en ai eu plusieurs. Armand Tatourian, Ruben Vartanian. Il y a eu, enfin, je ne peux pas dire qui est plus important que d'autres. Ça me gêne vraiment. Mais même un moment émouvant, tu t'es dit waouh. Moment émouvant, j'ai eu avec Ruben Vartanian. Ruben Vartanian, c'est quelqu'un qui est très, très humain, très humble. Il a fait énormément pour l'Arménie. Il a fait énormément pour Artsakh. Il n'avait vraiment pas besoin d'aller vivre en Artsakh. Et quand il parle, quand on lui pose des questions, mais il est tellement simple que c'est en fait déroutant. Voilà, j'avais une admiration pour lui. Et maintenant, quand je vois comment il est traité en Azerbaïdjan, dans les
dans les prisons de Bakou et dans les tribunaux, enfin pseudo-tribunaux, ça me fait très mal. Ouais. Il y a David Ishranian aussi, qui est mon ami, qui est traité de la même façon et qui me fait très très mal. Voilà. Mais c'est des... Je ne peux pas dire qui est plus important que l'autre, mais voilà, c'est très... on a des moments très importants comme ça. Des moments humains, très humains. Très humains, voilà. Ouais. Comment on fait, Mariette, pour... toi qui as vu quand même... ça fait quoi, 40 ans, 45 ans presque, plus de 45 ans de cause arménienne. Presque 50, 49 presque 50, ans, voilà. Ouais, impressionnant, voilà. 50 ans, toute une vie, quoi. 50 ans d'engagement pour la cause arménienne. Comment on fait pour s'en sortir de la situation actuelle? Je sais que c'est la question impossible, c'est la question à 1 million. Je sais que c'est impossible d'y répondre, mais comment on fait? Enfin, pour toi, si tu avais une baguette magique, comment on ferait pour s'en sortir de cette situation? De cette situation, comment? Je ne sais pas, mais il y a 2 choses qui pour moi sont très importantes. Premièrement, c'est déjà, j'espère avoir un jour un État arménien qui ne pense pas à ces 2,5 millions, 3 millions d'Arméniens d'Arménie, qui ne se limite pas à l'Arménie réelle, qui pense vraiment à des 10 millions d'Arméniens du monde, de diaspora, et qui essaye de nous intégrer dans les décisions, dans la construction de l'Arménie. En fait, quand je regarde les gens qui sont dans la diaspora et qui ont attribué, par exemple aux États-Unis, je ne sais pas, je peux donner des noms, par exemple Kirk Grigorian, qui a contribué énormément et aux États-Unis et en Arménie, Aferian, qui a fait le vaccin de Covid. Voilà. On a eu Alenouche Terian, une femme astronome et astrophysicien d'Iran. Si on a la jeunesse le plus riche du monde, en fait, s'il nous intégrait, si l'État arménien intégrait tous les jeunes qui sont éduqués, instruits par les meilleures universités du monde entier, et qu'ils pouvaient intégrer le pays, même si c'est par des stages d'1 mois, de 2 mois, de 6 mois, je ne sais pas, par des moyens de lien, genre en fait, de service militaire obligatoire par jeune qui va faire tout ce qu'il a appris à l'étranger au service de l'Arménie, je trouve que l'Arménie fera un bond énorme en avant. Déjà ça, la diaspora, c'est une richesse pour l'Arménie. Il faut que l'Arménie se rende compte de ça et intègre ça. Deuxième point sur lequel je veux insister, nous, quand on était jeunes, notre rêve, c'était Azat Ankar Miatyal Hayastan, Arménie libre, indépendante et réunifiée. Ça, aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité. Je ne veux pas que, pour X raisons, surtout pour un pseudo la paix, on perd ce rêve. Parce qu'en fait, si on perd ce rêve d'une Arménie vraiment libre, indépendante et réunifiée, eh ben notre ennemi a gagné. Donc il ne faut pas le laisser. Et puis, de quel droit, moi, aujourd'hui, sur les générations futures, je peux prendre ces décisions-là? Non, l'Arménie, je n'ai pas le droit de le perdre, de le morceler, de donner
morceau par morceau, mètre par mètre, aux autres. Donc non. Tu as parlé des générations futures. Moi, pour connaître un peu ta famille, je sais que c'est une famille qui est très engagée et que tes 2 enfants sont très engagés et que peut-être qu'on l'aura sur un prochain podcast, mais notamment, je pense aujourd'hui notamment à ton fils qui s'occupe aussi d'une école franco-arménienne aujourd'hui dans la région parisienne. Comment on fait pour transmettre ça, pour transmettre cette envie de s'engager, cette envie d'en faire plus, de transmettre? Comment on fait ça? Je ne sais pas. Chez nous, ça a été normal. Moi, j'étais en réunion tout le temps. Leur père était en réunion tout le temps. On en parlait. Il y avait des discussions interminables. J'ai oublié de vous parler d'une période qui était très importante et que ça se passait chez nous parce que mes enfants étaient justement petits, devaient dormir alors que les autres n'étaient pas encore mariés et que voilà. Et donc pendant cette période-là, tout le monde venait à la maison. Je couchais les enfants et on commençait nos discussions. Il faut dire que dans les années 80, c'était les années très importantes pour la cause arménienne parce qu'il y avait les mouvements de libération nationale, des peuples opprimés, on disait. Et là, pendant cette période-là, il n'y avait pas que les Arméniens, il y avait les Palestiniens avec OLP, il y avait les Irlandais avec l'IRA, qui luttaient pour leur lutte de libération nationale. Il y avait les sandinistes de Nicaragua. Tout ça, c'était jusqu'en 1991. Donc c'était en plein dans les années 80. Donc vous vous rendez compte que ces discussions-là, c'était le lendemain, on travaillait, hein, mais ce n'était pas grave. Nous, on couchait les enfants, les amis étaient à la maison et on commençait les discussions sur ce sujet-là. Comment il fallait faire, comment on peut transmettre les informations, un tel moyen de lutte est mieux que d'autres, et puis non, là, c'est pas humain, c'est pas juste, etc. Donc, mes enfants, je crois qu'ils ont baigné là-dedans. Donc, je ne peux pas dire que j'ai transmis exprès à mes enfants, ben non, il faut réfléchir comme ça, il faut faire comme ça. Non, c'était un parcours, c'était un milieu, c'était l'école arménienne, c'était après, ils ont été aussi à la Maison de la Culture, ils ont été aussi dans les associations arméniennes. Donc voilà, c'est très naturellement, je pense, qu'on transmet qu'on transmet tout à nos enfants. C'est pas du tout parce que j'ai décidé que mes enfants vont faire ça, non. Et presque à la fin, c'est venu d'eux-mêmes, quoi. C'était tellement naturel pour eux que... Oui, voilà. Ils ne peuvent pas rester à la maison sans rien faire, regarder ce qui se passe et ne pas réagir. C'est pas possible. Et est-ce que tu penses que tes petits-enfants, c'est le chemin qu'ils vont choisir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel âge ils ont? Tu as l'impression qu'ils s'orientent vers... Je ne sais plus quel âge ils ont, peut-être qu'ils sont trop jeunes encore pour s'orienter vers ça, mais... Enfin, oui, ils sont encore très jeunes, mais ils sont quand même baignés. Ouais, eux aussi. Voilà, ils sont dans le milieu arménien, ils sont à l'école arménienne, ils sont dans les maisons de la culture. Voilà, je crois que c'est tout ça qui fait qu'on est comme on est. Et puis, quand même, Hayrena Siruchun, l'amour de la patrie, c'est quelque chose qu'on transmet. Hein? Le respect de drapeau, le respect de Mejhaïrénik, c'est des choses qu'on a en nous et dans la famille et on transmet, je crois, naturellement. Est-ce que, Mariette, en 50 ans de combat pour la cause arménienne, est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui tu regrettes ? Que tu aurais préféré que ça se fasse différemment maintenant quand tu regardes avec le recul? Franchement, tu as vécu dans les 50 années, on va dire, les plus décisives aussi en matière de cause arménienne. C'est vrai que c'était des années passionnantes et riches. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui auraient dû être faites différemment avec le recul? Oui, mais automatiquement, je pense à Artsakh. Bien sûr. Je pense à Artsakh. Artsakh, on n'aurait jamais dû le perdre. On l'avait gagné trop durement. Je sais que quand on perd, après, c'est très difficile de l'avoir encore. Je ne dis pas que c'est impossible, je vais jamais dire que c'est impossible. Non,
Il faut toujours avoir dans la tête que c'est possible. C'est possible. Il faut toujours dire que c'est possible. Et qu'est-ce que tu réponds, parce que tout à l'heure tu as parlé de la pseudo-paix, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent mais non mais la paix c'est plus important, il y a quand même, on vit des moments qui sont presque dystopiques en fait, parce que nous on voit la réalité du terrain et en même temps on a des injonctions de partout, tout le monde parle de paix et ça donne l'impression qu'on est nous contre cette paix. Enfin, qu'est-ce que tu réponds à ça mais on est pour la paix. Mais bien sûr qu'on est pour la paix. On est pour la paix, on est pour une bonne relation avec nos voisins, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Par contre, les voisins qui parlent, qui ne reconnaissent pas le génocide de 1915 déjà, donc non. Moi, tout à l'heure, tu m'as posé la question, comment tu vois l'avenir de la cause arménienne ? La cause arménienne ne doit pas exister, en fait. L'avenir de la cause arménienne, c'est la fin de la cause arménienne. La Turquie doit reconnaître le génocide arménien, ouvrir les frontières avec l'Arménie, qu'on ait des bonnes relations de voisinage, d'échanges commerciaux, etc. etc. Là, exactement la même chose avec Artsakh, avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a commis une épuration ethnique. Aujourd'hui, il parle de l'Arménie comme si c'était l'Azerbaïdjan occidental. Comment on peut dire qu'il cherche la paix? Il demande à ce que la constitution de l'Arménie soit changée. Comment on peut faire la paix, la vraie paix avec ce pays? C'est faux, en fait. C'est faux. Personne ne va envoyer son fils à la guerre. Personne ne va avoir ses enfants sous les bombes. Personne ne va avoir la déportation. Personne. Et tout le monde va avoir la paix. Mais pour avoir la paix, écoutez, nous on nous dit, l'Arménie se trouve dans un carrefour de la paix. Donc carrefour stratégique. Tous les grandes puissances se rejoignent là, sur ce carrefour. Pourquoi nous on n'utilise pas ce carrefour ? C'est un carrefour important. Pourquoi on ne le valorise pas de façon à ce que nous, on soit les bénéficiaires? Pourquoi on ne fait pas le Suisse de la région? Il faut qu'on ait un État, en fait, qui pense à la fortification de l'Arménie, au lieu de dire on n'a pas besoin de budget militaire, on n'a pas besoin de faire la guerre, qu'on n'a pas besoin de demander pardon à la Turquie pour le génocide de 1915, qu'on peut pardonner quand même l'épuration ethnique d'Artsakh, alors qu'il y a 120 000 Artsakiotes en Arménie qui ne savent pas quoi faire. Enfin, c'est pas possible. Maret, tu l'as dit, tu as été rédactrice en chef de Hayastan. Oui. Et il y a un format qu'on aime beaucoup dans ce podcast, c'est de reprendre des anciens articles qui ont été écrits dans Hayastan. On adore faire ça. Et on a retrouvé un de tes éditos de l'époque. Alors, je crois que c'était dans les années 80. Donc, on lit des anciens éditos. Et là, on en a retrouvé un de toi qui s'appelle « Pour de nouveaux progrès ». Ça date donc des années 1983. Et j'ai envie de te lire un paragraphe où tu dis « Mais pour que la cause arménienne avance, il est nécessaire que le peuple arménien dans son ensemble se mobilise avec tous les moyens dont il dispose. Tout Arménien devrait apporter sa contribution à cette lutte qui exige le soutien le plus massif. De nombreuses possibilités politiques en diaspora restent encore inexploitées, faute de recevoir l'aide humaine ou financière nécessaire. » C'est d'actualité aujourd'hui, non ? Franchement. C'est il y a 40 ans. C'est 40 ans, voilà. On n'a pas bougé. Je trouve que si, ça a bougé. Ouais. Mais c'est d'actualité, franchement. Je crois que, et j'ai toujours pensé, que chaque Arménien peut contribuer à apporter sa pierre à l'édifice, de construire l'Arménie, d'avancer tous ensemble. Il faut juste un État qui puisse mettre tout ça
qui construire tout ça de façon à ce que l'Arménie qu'on veut construire, ça soit une Arménie forte, qui n'ait pas peur des voisins, qui a tout ce qu'il faut avec les siens, en fait. J'ai pas envie d'aller chercher la Russie pour me défendre. Pour me défendre. J'ai pas besoin d'aller voir l'Europe, l'Occident pour m'éloigner de la Russie. Il faut qu'on ait, nous, les moyens, les capacités. Tout à l'heure, je vous ai cité quelques noms. On est fort en diaspora. On est fort et en politique, et en sciences, et en ingénierie, et en, je ne sais pas, dans tous les domaines. Sport, musique, tout. Dans tous les domaines, on a des spécialistes de renom qui, en fait, travaillent dans nos pays d'adoption. Si chacun d'eux, en fait, apporte leur pierre à l'édifice, on aura une Arménie forte et on pourra être fiers. On est fiers de notre Arménie, mais je trouve que tout le monde peut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre qu'on vous demande de bien vouloir faire un truc. Il faut que ça soit naturel, il faut que... On peut faire quelque chose, il faut le faire. Moi, je suis à la retraite aujourd'hui. Je ne peux pas rester à la maison et dire, voilà, j'attends que le temps passe. Non, je peux faire encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Mariette. Merci, Anaït.